Nous sommes de retour au Festival Coup Franc, organisé par la revue Far West, en partenariat avec les Ultramarines de Bordeaux, également avec SoFoot et Mediapart. N'hésitez pas à nous poser des questions sur notre live Facebook pour la suite du débat. Nous allons avoir un petit contretemps puisque Yann va devoir nous quitter. Dans 20 minutes. Je suis désolé, j'ai un impératif familial, il faut que je rentre. Voilà, donc on commencera par lui pour le premier débat. Le rachat des Girondins, quel bilan un an après? Depuis plusieurs décennies, les rachats de clubs tels que le PSG, Monaco et bien d'autres ont démontré que le football était devenu un sport rentable, où les investissements colossaux créent un écart trop important dans les différents championnats, qu'ils soient nationaux ou européens, mais également poussent à des dérives révélées par les Football Leagues, dont nous a parlé tout à l'heure Yann Philippin. Mais à quel prix la rentabilité ou la performance? L'arrêt Bosman de 1996 a justement accéléré la mutation du football et de ses nouveaux dirigeants. Les Girondins de Bordeaux, fondés en 1981, dont la section football a été créée en 1910, a vu de nombreux dirigeants à sa tête. Les derniers en date, ceux que l'on nommait les copains du vin, ont su mener leur barque bénévolement dans les années 90. Puis M6, qui a racheté le club en 1999, a investi des sommes importantes pour améliorer le niveau du centre de formation. Et enfin, depuis juillet 2018, un peu plus d'un an aujourd'hui, la GACP Sports tient désormais les rênes de ce navire. Quel est le bilan un an après? Nous allons en parler avec nos invités. Mathias Edwards, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, écrit pour SoFoot, revue spécialisée dans le football, et pour la revue Far West, média indépendant girondin. Parmi tous ses écrits, il a notamment publié un reportage pour la revue Far West au sujet du rachat des Girondins par M6, se nommant M6 Story. Yann Philippin, rebonjour. Rebonjour. Journaliste à Mediapart, a investigué de longs mois sur les Football Leagues qui ont secoué le monde du football international et révélé ses secrets financiers. Et enfin, Florian Brunet, bonjour. Bonjour. Membre du directoire des Ultramarines Bordeaux et porte-parole de l'association. Je crois que tu es actif depuis 1995 dans le groupe. Un petit peu avant. C'est ça. Donc on va faire un petit tour de table avec quelques questions pour avoir vos impressions respectives sur ce dernier achat et ce qu'il révèle. On va aller directement dans le vif du sujet. J'avais d'autres questions pour toi, mais avec le contretemps, j'en ai une que je ne peux que te poser. Est-ce qu'en face de nous, nous avons une bulle financière qui va encore augmenter ou peut-être même un jour exploser, et quelles en seraient les conséquences? Vaste question. Oui, qu'il y ait une bulle financière, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'on a une inflation complètement folle, à la fois des salaires des joueurs, du prix d'achat des joueurs, c'est-à-dire du coût des transferts, des budgets des clubs. Et alors ça s'appuie d'une part sur une réalité économique, hein, c'est-à-dire notamment une hausse des revenus de sponsoring, une hausse des droits télé, etc. Donc on dépense plus parce qu'il y a plus d'argent, mais souvent on a du mal à se demander si c'est la poule qui a fait l'œuf ou si c'est l'œuf qui a fait la poule. C'est-à-dire que où finalement il y a une telle course aux armements entre les grands clubs qui en fait se répercute aussi au milieu et au bas de la chaîne. C'est-à-dire que à partir du moment où Paul Pogba vaut plus de 100 millions d'euros, ça veut dire que ça se répercute aussi sur en fait même les joueurs moins chers prennent de la valeur, et du coup vu qu'on est obligé de les payer plus cher, parce que les gros clubs payent très cher, donc les moyens clubs sont aussi obligés de payer plus cher des joueurs moyens, et bien à ce moment-là, il faut trouver des sous. C'est-à-dire que ce que Michael a dit tout à l'heure, il faut augmenter le prix des places, il faut essayer d'augmenter le prix des droits télé, et surtout, ce qu'on voit, c'est que là où il peut y avoir une bulle, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fair play financier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs, les plus gros, qui dépensent à front perdu. Et du coup, à partir du moment où il y a des dépenses à fond perdu, ça fausse le jeu. Et y compris et surtout pour les clubs moyens comme les Girondins, qui n'ont pas de mécènes comme le Qatar ou Abu Dhabi pour s'en sortir. Donc oui, il pourrait y avoir une bulle, parce que au bout d'un moment, parce que qui la paye cette bulle? C'est vous.
Enfin, c'est vous qui l'a payé en allant au stade, en achetant un abonnement à Bein ou à Canal+. Voilà. Et au bout d'un moment, le portefeuille des fans de foot, il n'est pas extensible. À un moment, les gens en auront marre de payer les places de stade trop chères, en auront marre de payer 3 abonnements différents pour voir le match qu'ils veulent voir. Et peut-être qu'à un moment, si les gens se révoltent, ben là, la bulle pourrait éclater. Alors, on n'en prend pas le chemin aujourd'hui, mais on ne peut pas l'exclure complètement. On a encore des années avec une bulle financière qui va continuer à augmenter alors. Deuxième question pour toi. Que raconte le rachat des Girondins de Bordeaux sur le contexte footballistique actuel ? Alors, le rachat des Girondins, il est très intéressant parce qu'il vient de fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on avait avant dans les actionnaires du foot soit des passionnés, soit des groupes industriels ou de médias comme M6 avec les Girondins. Et là, on voit depuis quelques années arriver des purs financiers. C'est-à-dire des gens qu'on pourrait appeler les loups de Wall Street ou les loups de Londres, hein, de la City de Londres, qui sont des purs financiers, qui veulent avant tout gagner de l'argent, avoir un retour sur investissement, et qui s'intéressent au foot et qui avancent sans détourner parce qu'ils se disaient c'est trop risqué, et qui se disent ben là maintenant il y a un coup à jouer et on peut aussi faire de l'argent dans le foot. Et alors c'est des modèles qui sont nouveaux et qui sont basés essentiellement sur la dette, c'est-à-dire que en gros on rachète un club avec de la dette. Et on espère soit rembourser la dette en faisant des bonnes affaires sur les transferts, c'est-à-dire en achetant des jeunes joueurs et en les revendant très cher, soit en pariant notamment sur la hausse des droits télé. Vous savez que les droits télé vont bientôt augmenter en France, et de se dire que finalement, si on gère bien l'affaire, on fait quelques plus-values de transferts sympathiques, et si ça se trouve, dans 4 ou 5 ans, on pourra revendre le club plus cher qu'on l'a acheté. Et donc, on a des actionnaires qui, évidemment, ont besoin d'un niveau sportif acceptable pour pas que le projet s'effondre, mais qui sont plus motivés par l'aspect financier que par l'aspect sportif. Peut-être faire parler mes camarades aussi. Mais oui, bien sûr. J'allais justement passer à Mathias. Il y a eu de nombreuses évolutions un an après le rachat du club. Quel bilan tu pourrais en tirer ? Le bilan qu'on peut en tirer, c'est que paradoxalement, quand les Américains ont investi à Bordeaux, ont racheté Bordeaux, leur souci principal, c'était pas le sportif, c'était de valoriser la marque des Girondins de Bordeaux et travailler sur tous les aspects commerciaux. Et un an après, le bilan qu'on peut faire, c'est que paradoxalement, c'est le sportif qui fonctionne le mieux. Parce que ce qu'ils ont fait de mieux, c'est de prendre un entraîneur comme Paulo Sousa, qui, moi, j'en suis convaincu. Et plus je travaille sur Bordeaux, et plus j'interroge d'autres entraîneurs qui me disent que c'est leur référence, qu'il y a même des entraîneurs qui le suivent depuis des années. Et donc, c'est un vrai philosophe du football, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui a des concepts. Et par exemple, il y a dans le papier que j'avais fait au moment du rachat des Girondins, dans l'enquête pour SoFoot, j'avais interrogé quelqu'un qui voulait rester anonyme, mais qui avait été contacté pour devenir le président des Girondins de Bordeaux, mais qui avait refusé, justement parce que les Américains lui avaient dit nous on recherche un président délégué, donc qui sera finalement Frédéric Longuepé. Donc il lui avait dit qu'il cherchait un président délégué qui ne s'occuperait pas de sport, pas de foot, et que même si l'équipe faisait 10e tous les ans, ça leur allait très bien, parce que leur but c'était de durer jusqu'à la renégociation des droits télé, et de toute manière, fallait rester en première division, et de toute manière, avec l'inflation, le club qu'ils ont acheté 100 millions vaudra automatiquement entre 150 et 200 millions avec les droits télé, donc le but c'est juste de rester en D1 et de reprendre le club dans 5 ans et de faire une culbute. Et donc le sportif n'était pas du tout au centre du truc, mais c'est au final, c'est une des seules satisfactions un an après. Mais pourquoi justement, aujourd'hui on se rend compte un an après que c'est le sportif qui a primé ? Est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière ? La raison, c'est qu'avec le réseau donc d'Eduardo Macia qui gère le sportif, donc il a fait venir cet entraîneur qui est Paulo Sousa et qui est très bon, et que paradoxalement, le fait que le sportif ne soit pas au centre de leurs préoccupations, ça a permis à Paulo Sousa de perdre 7 matchs d'affilée sans être inquiété, et finalement de mettre un projet sportif en place, ce qui n'aurait certainement pas été possible dans un club avec des ambitions sportives, justement. Il aurait probablement été viré. Alors que là, il a pu mettre en place quelque chose
quelque chose que même les commentateurs sportifs ou les gens qui suivent le club au jour le jour, parmi eux, il y en a plein qui ont mis 3 mois à comprendre comment jouer les Girondins de Bordeaux, parce qu'il arrive avec des concepts qui n'existaient pas en première division. Je ne sais pas si on peut rentrer dans un truc très sportif, mais par exemple, le fait que Bordeaux n'ait pas le même schéma de jeu avec le ballon ou sans le ballon, bah ça, je peux dire qu'en France, il y en a beaucoup qui ont vrillé et qui ont mis 3 mois à comprendre le fonctionnement du truc. Et à observer, c'est très intéressant. Et quiconque a interviewé Paulo Sousa est conquis tout de suite par c'est un mec qui est habité par le football, qui a des concepts très précis, qui fait aucune concession, merci, et qui est droit dans ses bottes. Et à chaque match, il y a des questions qui se posent avec telle absence, qui va changer de schéma et tout. Non, il n'a jamais changé de schéma. Du premier match au prochain match, il joue toujours de la même manière. D'accord. Et c'est compliqué, et donc ça met longtemps à se mettre en place. Et maintenant que c'est mis en place, c'est pas parfait, parce que les Girondins de Bordeaux n'ont pas des stars à tous les postes, et qu'il y a des postes faibles, etc. Et que tout ça, ça se corrige. Mais donc, moi, je travaille pour une rédaction parisienne, chez SoFoot. Et donc ça fait 8 ans que j'y suis, et depuis 8 ans, le cliché, l'image des Girondins de Bordeaux dans les rédactions parisiennes, c'est que c'est une équipe chiante, qu'on s'emmerde, qu'il ne se passe rien. Et depuis 1 an, ça a changé. Quand Bordeaux joue le vendredi ou le dimanche soir, c'est-à-dire les soirs où les journalistes parisiens regardent les Girondins de Bordeaux parce qu'ils ne savent pas les multiligue 1, et le lundi, ils me disent « j'ai vu jouer Bordeaux, c'est pas mal ». Et ça, je ne l'avais pas entendu depuis 8 ans. Donc ça, c'est positif. Ok. Donc et un rachat ça peut positif. faire venir les gens au stade. Ouais. Quoi qu'en disent, On va continuer. Frédéric Longuepé et son pote Arnaud Thiodet, ça peut faire venir les gens au stade plus qu'en faisant venir des pom-pom girls ou des hot dogs. Mais on va justement parler de ces gens qui viennent au stade avec Florian. Comment les Ultras, ces 2 rachats des Girondins et quelle est votre place au fil des années? Alors, le premier achat, c'est celui d'M6. C'est ça. C'est deux époques totalement différentes. Faut regarder un petit peu les Girondins de Bordeaux jusqu'aux années 80. C'est un club très populaire qui a une maigre histoire puisqu'il y a un titre de champion de France, uniquement ça. Et les Girondins de Bordeaux ont vraiment commencé à se développer au début des années 80 avec Claude Bèze. Donc Claude Bèze a dirigé le club d'une manière charismatique et a marqué l'histoire du club et a attiré toute une génération de supporters qui ont perduré à travers ensuite les générations. Après, il y a eu les années 90, donc avec la défaillance industrielle des mauvais côtés de la politique de Claude Bèze. Et après, il y a eu effectivement la reprise par M6, mais étaient déjà présents dans ce schéma-là des gens comme Jean-Louis Trio et Jean-Didier Lange, qui perduraient vraiment la tradition populaire des Girondins de Bordeaux. Donc le rachat M6 s'est fait avec ces gens-là, et c'est plutôt très bien passé. En plus, ils sont arrivés au moment où on était champion de France. Ils sauvent le club qui était en banqueroute. Non, ça c'est... c'est Jean-Didier Lange qui sauve le club. Il y a Afflelou entre les deux. Oui, il y a Afflelou qui vient après Claude Bèze. Et après, il y a l'hésitation avec Hennick, qui était un industriel anglais. Il y a effectivement la période aussi Jean-Didier Lange. Et après, Jean-Louis Trio est allé chercher M6. Et M6 est resté... oui, mais c'est Jean-Didier Lange qui vient chercher Afflelou. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est Jean-Didier Lange qui vient chercher Afflelou. Et après, c'est Jean-Louis Trio qui va chercher M6. Tout à fait. Donc, le rachat d'M6 s'est fait naturellement, parce qu'on était finalement dans le prolongement de ce qui s'était fait dans l'après-Bèze. Et puis, bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais M6, même s'il y a eu des périodes quand même très critiques, il y a eu aussi des très très belles années avec des titres et avec notamment le plus haut sommet qui est sans doute jamais atteint le club, qui est 2010 avec le quart de finale de Champions League. Après, ce qui s'est répété, c'est la très mauvaise gestion de l'après-Champions League, mais ça, c'est pas qu'à Bordeaux. Tous les clubs français ont énormément de mal à gérer une qualification de Champions League. En fait, l'enjeu, c'est d'en enchaîner plusieurs, ce qu'a réussi à faire Lyon. Mais quand on n'en fait qu'une ou deux et qu'on n'arrive pas à enchaîner, en fait, ça devient un poison parce que la masse salariale s'est élevée. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que les Girondins de Bordeaux ont joué la Ligue des Champions, c'est qu'on n'arrivait pas à confirmer et on se retrouvait avec une masse salariale qui était ingérable. Et c'est pour ça qu'on a connu ces très difficiles années après 2010
où on était sur le toit de l'Europe en décembre 2009 et même pas qualifié pour les Coupes d'Europe à l'été 2010. Donc là, ça a été une vraie défaillance. Et ensuite, on s'est traîné tout un tas de contrats pendant des années qui étaient à un niveau Ligue des Champions et qui a entraîné ces 8 années de disette, 9 années de disette, puisqu'on est quand même encore dedans. Et à un moment donné, M6 a fait le choix de se séparer de ce club avec l'impression que c'était vraiment devenu un fardeau. Alors c'est incontestable que depuis pas mal de temps, M6 perdait de l'argent et bouchait les trous, puisque justement, on n'avait pas réussi à confirmer la Ligue des Champions, donc on avait une obligation financière qu'on n'arrivait plus à assumer, et donc M6 tous les ans bouchait les trous et mettait entre 5 et 15 millions d'euros, et au bout d'un moment ils en ont eu marre et ont cherché à se séparer des Girondins de Bordeaux, et donc c'est présenté GACP. On est quasiment sûr que Taverneau ne souhaitait pas cette reprise et a essayé juste au bout qu'elle ne se fasse pas. Et même dans le prix fixé, finalement, c'était pour repousser ses investisseurs, puisque le prix fixé a été à 100 millions d'euros. Enfin, avec l'histoire Malcolm au milieu, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va schématiser en disant que le prix d'achat des Girondins est de 100 millions d'euros. Et quand Taverneau a sorti ce prix-là, il s'attendait à ce que les Américains partent en courant, ce qui n'a finalement pas du tout été le cas. Et quand Taverneau a annoncé ce prix-là à ses patrons, puisqu'il ne faut pas oublier que Taverneau n'est pas un patron propriétaire, mais un patron salarié, quand il a annoncé ça à ses actionnaires, évidemment, les actionnaires ont foncé sur l'occasion et ont voulu absolument que l'opération se fasse. Le club était évalué à 50 millions d'euros. Et comme il sentait mal ces Américains, il s'est dit je vais leur proposer 100 millions, ils vont partir en courant. Ils n'ont même pas discuté, ils ont payé directement. Mais il y a eu de longues négociations parce que c'est passé par tranches, quoi. C'était 50 000, puis après c'était 70 000. Enfin, ils ne sont pas tout de suite arrivés à 100 000. Il s'est passé quoi entre-temps ? L'histoire, c'est Taverneau les a rencontrés. Alors, je crois que le début des discussions, c'est début 2018, si je ne m'abuse. C'est ça. Ouais, début 2018. Finalement, ça s'est fait assez vite puisque le rachat est officialisé à l'automne 2018. En fait, ce qui a fait durer, c'est que les Américains avaient du mal à... Merci Yann. Merci beaucoup. Non, ce qui a fait traîner, c'est que les Américains avaient du mal à fournir les garanties financières, tout simplement. D'accord. Mais le prix a toujours été le même. Et alors la place ? Et pour finir, pour des répondre ultras. puisque j'arrive au deuxième rachat, immédiatement on a analysé tout ce qu'on soulève depuis tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les défaillances du projet, à savoir pas de fonds propres, à savoir une levée de dette extrêmement importante. Par contre, nous, immédiatement, on nous a présenté le sportif comme central, puisque Joe Dagrossa, qui est donc celui qui porte le projet, immédiatement a parlé de Ligue des Champions, immédiatement a parlé de concurrencer le PSG. Et ce discours-là nous a été confirmé au fil des relations qu'on a eues avec eux, puisque ils nous ont très rapidement annoncé vouloir 2 têtes d'affiche. Déjà une, ça nous satisfaisait pas mal, mais ils sont allés même encore plus loin par l'intermédiaire d'Hugo Varela, en annonçant avant le début du mercato, dernier mercato d'été, non pas une, mais 2 têtes d'affiche qu'ils ont essayé de faire. Enfin, en tout cas, nous, dans les premiers contacts qu'on a eus avec eux, qui ont quand même suivi une très longue période de conflit à l'automne 2018, où vraiment on a mis en avant toutes les failles du concept. Parce que nous, ça nous inquiétait vraiment que le rachat du club se fasse par le biais d'une levée de dette très très importante. Et puis finalement, ce n'est pas celui qui porte le projet, à savoir Joe Dagrossa, qui a amené l'argent. C'était une autre entreprise. Donc on était déjà au début d'un concept qui était bancal, puisque les vrais patrons ne sont pas réellement nos interlocuteurs déjà d'une part, et au final les vrais décideurs. Et ça, on a commencé aussi à en avoir la confirmation dans le dernier mercato, puisqu'à la fin du mercato, il y a eu une volonté de recruter de la part de la partie sportive du club, donc par l'intermédiaire d'Hugo Varela et Massia, et que King Street, ceux qui sont majoritaires au sein du club, ont fermé le robinet et ont refusé les rachats. Donc là, il y a déjà eu un début de tension entre 2 entités. En fait, c'est ça la clé. La clé, c'est ça, c'est qu'en fait, Joe Dagrossa, il est pas si décideur que ça. Parce qu'en fait, lui, il y a plusieurs fonds d'investissement. Lui, c'est le fonds d'investissement GACP, qui sur les 100 millions, mais en fait qui met que 10 millions. Et il y a King Street, qui met 90 millions, mais c'est 90 millions de dettes que doit GACP à Fortress et King Street. Et donc Joe Dagrossa, il communique très bien.
il fait des promesses sportives et tout, mais c'est pas lui qui a les clés du camion. En tout cas, nous, on n'a jamais senti une volonté d'écarter le sportif, au contraire. Sinon, on n'aurait jamais suivi. Puisque le fond du problème, et aujourd'hui le fond des tensions avec Longuepé, c'est entre autres ça. C'est qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'on oubliait le sportif, alors que pour nous, le sportif doit être central dans tout ce que fait le club, et c'est le sportif qui doit développer le commercial, et pas l'inverse. Le développement commercial sans le sportif, c'est impossible dans notre façon de voir les choses. Ouais, et puis de toute manière, c'est impossible de supporter un club qui n'a pas le sportif. On est d'accord. Alors, je regarde souvent mon téléphone, c'est parce que j'ai des notes, hein, c'est pas pour. Pas de Je suis pas sur Tinder. Ouais, non, mais pour revenir à ça, donc la personne qui avait été contactée pour être président et qui avait finalement refusé pour illustrer le truc du sportif, il m'avait dit, je me souviens de discussions dans lesquelles King Street disait, ce n'est pas parce qu'on est 10e au classement qu'on ne peut pas augmenter les résultats commerciaux. Mais ça, c'est un discours qu'on nous a jamais tenu à nous. Bah, non, mais ça, c'est King Street qui l'a tenu, et King Street ne communique pas. Ouais. Mais pour finir de répondre complètement à cette question au niveau des deux rachats, nous, finalement, s'il n'y avait pas ces tensions et ces vrais problèmes philosophiques avec Frédéric Longuepé et Anthony Thiaudet, et puis aussi un rapport humain totalement désastreux, on ne serait pas mécontent de ce qui est fait jusqu'à présent, puisqu'on a été les premiers à dire que ce mercato, on l'aurait souhaité un tout petit peu plus complet, mais objectivement, c'est sans aucun doute le meilleur mercato depuis la Ligue des Champions. Ouais. Et effectivement, Sousa fait de l'excellent travail, d'autant plus que là, le rapport humain est très bon. Ce sentiment d'appartenance qui est très important pour nous, pour Sousa, il est très très important. Et si King Street imaginait faire du développement commercial sans le sportif, on a toujours eu la conviction que, surtout Varela, parce que Dagrosa connaît peu le football, et Dagrosa a été chercher Varela pour vraiment qu'il incarne le sportif et qu'il le conseille au niveau sportif. Et nous, on a toujours eu l'impression que Varela, lui, avait parfaitement compris que le sportif était d'une importance capitale et que sans une vraie ambition sportive, on n'arriverait jamais à développer le club. Donc nous, finalement, on était satisfaits de ces relations, hein, pourtant qui passaient... Et puis on apprécie aussi justement que des relations aient pu exister après quand même une campagne à l'automne 2018 qui avait été de notre part très très violente, puisqu'on avait vraiment usé de toutes les possibilités pour empêcher le rachat, jusqu'à décaler le vote au conseil municipal de la mairie en étant reçu par Alain Juppé, en mettant en avant justement tout ce qui nous inquiétait dans ce rachat. Et ce qui nous a plu, c'est que Dagrosa, finalement, au lieu de se braquer, nous a écoutés et nous a dit bon, je comprends vos inquiétudes, mais je vais vous prouver qu'on va y arriver et qu'on va faire avancer le club. Nous, il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est que le club avance. Et il y a une deuxième chose qui nous intéresse, c'est que la tribune populaire, le virage sud, soit centrale dans la vie du club, parce qu'on estime que les Girondins de Bordeaux, c'est un club particulier, qui a une histoire qui lui est propre, qui est particulière, et où les Ultramarines, où le virage sud s'est développé à travers les décennies, en travaillant dans un partenariat très très serré avec le club, notamment sur les 20 dernières années, avec notamment l'apogée de cette relation sur les 20 dernières années, avec l'organisation de l'Escure, qui a vraiment marqué une génération, et qui a sacralisé réellement l'importance des Ultramarines au sein du club. Donc nous, voilà les deux conditions, qu'il y ait une ambition sportive et que le virage sud soit respecté à sa juste valeur. Et Dagrosa, et Varela, et Sousa, et Massia nous ont donné les garanties de ces 2 points. Et non seulement nous ont donné les garanties, mais nous l'ont aussi prouvé en faisant, pas 2 têtes d'affiche, mais en faisant au moins une, puisque un Koscielny avec le salaire qui va avec, on n'avait pas vu ça depuis la signature du Han Gourcuff en 2010. Voilà. Donc ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas vu un joueur d'un tel standing. Et puis derrière, il y a un recrutement qui est pertinent, qui est malin. On l'aurait voulu un tout petit peu plus complet, mais il est quand même intéressant. Et ça se confirme sur le terrain. Donc après, il y a la partie, alors je crois que c'est la deuxième question, je vais peut-être anticiper. Alors on anticipera tout à l'heure pour amener le deuxième débat. Moi, j'ai une autre question pour toi, Mathias, justement. Toi qui as pu monter un reportage sur le rachat de M6. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau rachat? Quelles sont les opportunités? Quelles en sont les difficultés ou même les inconvénients également que ce genre de rachat peut amener sur les années à venir?
positif et le négatif. Wow. Le positif, c'est déjà que, en fait, M6 voulait vendre parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'avaient plus les moyens. Déjà, les Girondins de Bordeaux étaient la seule branche déficitaire du groupe M6. Ouais. Donc, même si Nicolas Taverneau était un passionné des Girondins de Bordeaux et vraiment un amoureux du club, vis-à-vis de ses actionnaires et même avec le développement du football, business et tout, il sentait bien que derrière lui, chez M6, ça ne pouvait plus suivre. Donc c'est positif que le club ait trouvé un nouveau propriétaire, un nouvel actionnaire. Après, ce qui est positif, c'est que ce qui est négatif, surtout ce qui est négatif, c'est cette histoire de dette. C'est-à-dire que même si le recrutement cette année a été excellent, il a été fait quand même avec à moindre frais. C'est un recrutement qui est malin. Donc ce qui est positif, c'est d'avoir mis les bonnes personnes à la tête du sportif pour justement arriver à faire des recrutements malins. Voilà, avec des joueurs qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau. Comme le coréen Wang, ou justement arriver à prendre Koscielny. Je crois que Koscielny paye une partie du transfert. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs malins, donc ça c'est bien. Et une fois qu'ils auront remboursé cette dette, là on pourra vraiment voir s'ils ont une puissance. On verra comment ça tourne. Mais un an c'est un peu tôt pour faire pour pouvoir. Ce qui est positif, c'est le jeu, quoi. On a une équipe qui est agréable à regarder jouer. Et même si Francis Gillot était un type super sympathique, compétent, tout ça, il n'arrivait pas à faire jouer son équipe de manière attractive. En fait, ça fait depuis Laurent Blanc qu'on n'a pas eu vraiment de spectacle. Mais justement, voilà, moi, je retiens surtout ça. Après, ouais. pour tout ce qui est volet économique, c'est ce qu'on a dit, c'est ce problème de montage avec une dette en fait. C'est-à-dire que du premier jour ils ont racheté, il y a 90 millions de dettes. Donc après, voilà, ils attendent les droits télé, la revalorisation des droits télé. Justement, en parlant des droits télé, qui vont s'élever à 1,1 milliard d'euros Ouais. au lieu de 725 millions actuellement. on parlait tout à l'heure justement en off d'une politique d'entertainment. Oui, il y a ça aussi. Les Américains parlent jamais de sport, ils parlent que d'entertainment. Donc, On le voit comment? Comme une opportunité ou plutôt une menace en suite fait, à ce rachat? ça fait partie de leur culture, ça fait partie de ce que disait Yann tout à l'heure avec les ligues américaines, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans une culture de l'entertainment plus que de la compétition, c'est-à-dire qu'il faut que, en fait, ils veulent que quand les gens viennent au stade, ils s'amusent, mais pas que avec le match de foot. Il faut qu'il y ait des trucs autour, il faut qu'il y ait sur ce parvis qui est triste et ils veulent l'animer, ils veulent mettre des je sais pas quoi, il paraît qu'il y a un truc de rodéo, ils veulent mettre des pom-pom. Mais c'est une sacrée fanzone à chaque fois que voilà. on va aller voir les matchs. Sacrée fanzone. Et ouais, ça pour eux. De toute façon, le premier truc que déclare Dagrosa quand il arrive, son premier tweet après le rachat, c'est il y a trop de fils pour acheter des sandwichs, on va régler ça. Donc c'est exactement leur état d'esprit. C'est pas Dagrosa le problème, parce que Non, c'est pas Dagrosa le problème. Dagrosa est canalisé par Varela, qui lui sait que c'est pas du tout important, quoi. Oui, comme tu disais, Dagrosa, il connaît pas grand-chose au football. Non, Par il contre, écoute, il s'y intéresse, il il écoute écoute beaucoup, et il apprend et il applique ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il il demande qu'à. Ouais, puis on sent que c'est un self-made man. C'est quelqu'un qui vraiment s'est construit tout seul et il est vraiment très accessible, Ouais. très simple, pas du tout hautain. Donc nous, c'est quelque chose qui nous a parlé immédiatement, quoi. Il a construit sa fortune en rachetant des Burger King en faillite en Floride. Justement, dans ton reportage, tu parlais de l'ASV Austria Salzbourg. Et j'aimerais qu'on puisse en parler. Je ne sais pas si c'est toi, non, c'était Pierre Rondeau que tu citais dans ton reportage, qui est devenu en fait le Red Bull Salzbourg, Oui, et dont les couleurs et le blason ont complètement changé. oui. Alors justement, avec ce côté entertainment qu'amènent ces Américains, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir est-ce que les Girondins vont arriver définitivement à cela dans les années à venir? On peut spéculer que c'est pour ça que Frédéric Longuepé a été recruté.
parce que donc il tenait un poste de directeur de la marque du Paris Saint-Germain avant. Et c'est lui qui, par exemple, au Paris Saint-Germain, a changé le blason du club. Alors, qui, de manière pour nous qui sommes pas, vous qui n'êtes pas supporters du Paris Saint-Germain, c'est par exemple, il a enlevé il y avait un berceau en bas de la Tour Eiffel, il l'a enlevé. Ça, c'est important il a enlevé, il a enlevé des symboles importants pour les supporters et historiques. Il a mis Paris en gros et Saint-Germain en tout petit. On peut penser qu'il veut faire la même chose avec les Girondins en mettant Girondins en tout petit et Bordeaux en gros. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas au stade. Et aux conférences de presse, de la première conférence de presse des Américains, il y avait écrit Bordeaux en gros et Girondins en tout petit. Et ça, c'était nouveau. Et parce qu'en fait, lui, il veut développer la marque à l'international, c'est son taf. Il n'est pas là pour le sport. Et donc, aux États-Unis et dans le monde, Bordeaux, ça parle à tout le monde, grâce au vin. Et Girondins, ça ne parle pas à grand monde. Et donc voilà, lui, parce que dans leur stratégie, il y a aussi les droits télé à l'international sur lesquels ils comptent, notamment aux États-Unis, où le Paris Saint-Germain est le club le plus populaire dans 6 des 50 États des États-Unis, dont des gros États comme le Texas, l'Alabama, des trucs comme ça. Et donc, ils pensent que la Ligue 1 dans le futur aux États-Unis va être un truc énorme. Et donc, il compte bien revendre les droits des Girondins de Bordeaux très chers aux États-Unis. Mais pour lui, c'est Bordeaux, c'est pas les Girondins. D'accord. Après, au conseil d'administration, il y a toujours Jean-Louis Trio, Jean-Didier Lange et des historiques qui, eux, protègent, s'efforcent. Ouais. Le club sera toujours marine et blanc, par exemple. Ça, c'est sûr. Et ils se battront pour que le logo et le nom de la marque... Je crois que Girondin est sacralisé dans les statuts. Le Girondin, le scapulaire, le fait que le siège du club ne peut pas être délocalisé dans une autre ville, c'est des choses qui ont été sacralisées dans les statuts. On ne peut pas toucher au terme Girondin, on ne peut pas toucher au scapulaire, et on ne peut pas toucher à la ville du siège social du club. Justement, Florian, que penses-tu de ce ciblage sur Bordeaux, cette internationalisation, de se dire mais on va plus parler de Bordeaux et pas des Girondins? Le terme Girondin de Bordeaux, il est totalement lié. Nous, on l'imagine pas. On n'imagine pas Bordeaux exister sans le terme Girondin. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est très vigilant. Tu parlais tout à l'heure du logo du Paris Saint-Germain. Il y a eu la même tentative de déjà toucher le logo du club. Oui. Et on a bloqué le projet dès qu'il commençait à être un petit peu trop mis en avant, puisque nous, on n'est pas totalement fermé à l'évolution du logo. À travers l'histoire, le logo a évolué, mais on estime qu'on doit être totalement partie prenante dans la prise de décision. Bien sûr. Et visiblement, c'était pas le cas, c'était pas le bon moment pour nous, mais il y a déjà eu effectivement la tentative. Alors après, le terme Girondin est protégé, donc on peut peut-être le réduire, mais c'est légalement impossible de le faire disparaître. Et puis ça fait partie des choses sur lesquelles on sera très vigilant, quoi. Nous, on estime que quand on dit on est les gardiens du temple, ça veut dire exactement ça. On est là pour faire respecter l'histoire, la tradition, la culture et les valeurs des Girondins. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est rentré en conflit avec Frédéric Longuepée et Anthony Thiaudet, qui n'ont pas du tout appréhendé ce contexte qui est propre aux Girondins, pas que d'ailleurs. Donc voilà, ça a été une des raisons pour laquelle... Mais là, par exemple, sur les m'agresse pas, hein. Sur les calicots que vous avez mis partout, il y a écrit nulle part Girondin, il y a écrit que Bordeaux. Attention. Mais justement, j'aimerais te poser la question, Florian. Ce conflit aujourd'hui avec le président délégué du club, il dure depuis des semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ce conflit a démarré et pourquoi vous en êtes encore là aujourd'hui? Mais tout est lié en fait. Le début du concept, c'est une personne qui porte le projet, ce que je disais tout à l'heure, une personne qui porte le projet,
mais qui est dépendante d'une autre société, puisque cette société-là a financé le rachat. Donc on a un club qui en fait est dirigé par plusieurs entités. Et ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, Dagrosa représente l'entité GACP, qui ne représente dans le pourcentage des Girondins que 10%. C'est ça. Voilà. L'actionnaire majoritaire, c'est King Street. Donc déjà au départ, nous, c'est quelque chose qui nous a fait extrêmement peur. Ça a été un des points sur lesquels on a appuyé pour dire que c'était un véritable danger. Après, le recrutement de Longuepée, il est symptomatique. C'est-à-dire qu'on veut un président de club qui ne s'occupe pas du sportif, qui ne dirige pas du tout le sportif. Donc nous, déjà, ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui est pour nous totalement inconcevable, puisque les Girondins de Bordeaux doivent être incarnés. Et les Girondins de Bordeaux, c'est avant tout un club de foot, c'est pas un club de divertissement. Donc il va de soi. Et c'est pour nous quelque chose de totalement nouveau à Bordeaux, mais on ne savait même pas que ça pouvait même exister. C'est-à-dire que le président d'un club ne peut pas être le garant du sportif et celui qui répond du sportif. C'est pour nous quelque chose de totalement inconcevable. Et Hugo Varela est salarié de GACP, pas des Girondins. Immédiatement, on a soulevé cette énorme problématique et ce fait qui est totalement illogique et inconcevable, en mettant en avant justement Hugo Varela qui, lui, incarnait et défendait le sportif, en disant mais c'est vous le président naturel, puisque c'est vous qui portez le sportif et le défendez. Ça, on l'a très rapidement mis en avant, et puis on a dit de toute façon cette situation-là n'est pas tenable sur du long terme. Les Girondins de Bordeaux doivent être incarnés. Et aujourd'hui encore, personne n'incarne les Girondins de Bordeaux au jour le jour. Il y a Joe Dagrosa, mais Joe Dagrosa est très peu là. Et on est en fait un petit peu dans le système qu'on avait avec M6, c'est-à-dire quel propriétaire, en l'occurrence c'était Taverne, aujourd'hui le propriétaire c'est Dagrosa, et on a deux personnes qui ne sont quasiment jamais à Bordeaux. Donc il doit y avoir au jour le jour un président qui incarne les Girondins de Bordeaux. On avait Jean-Louis Trio qui faisait très très bien le travail, et aujourd'hui il y a une vraie problématique à ce niveau-là, puisqu'il n'y a personne. Ça ne peut pas être Longuepée puisqu'il ne veut pas s'intéresser aux sportifs. Varela ne veut pas occuper cette fonction, donc personne ne représente le club quand celui-ci a besoin d'être représenté. Vous, par exemple, en tant qu'ultra, vous n'avez pas d'interlocuteur au club? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a des interlocuteurs que l'on a depuis des décennies, avec qui on travaille dans la vie de tous les jours, mais au jour d'aujourd'hui, on ne discute pas effectivement avec la direction. C'est un problème. C'est effectivement un problème. Alors après, on est vraiment, on est un petit peu embêté parce que on est vraiment dans le chaud de l'action en ce moment, et c'est une guerre de pouvoir très très complexe. On a soulevé à travers nos actions ces derniers temps une vraie problématique, puisqu'il y a une différence philosophique que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'un côté King Street qui s'imagine pouvoir développer le club quels que soient les résultats sportifs, et c'est le discours que mettait en avant Longuepée et Thiodet. On peut faire du développement commercial quel que soit finalement le résultat, et on a de l'autre côté une autre entité qui, elle, veut au contraire que le sportif soit central et veut que l'on soit très ambitieux sur le sportif, et ça a amené les premières tensions à la fin du mercato. Oui, ça peut clasher, parce que Paulo Sousa est déjà en train de se plaindre. Il dit que le club n'est pas assez uni, qu'il faut que le club soit derrière lui, et que, et de toute manière, après tous les entraîneurs se plaignent de ne pas avoir les recrues qu'ils désirent, hein. Mais là, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas de moyens pour recruter. Qu'il est obligé de. Alors, c'est bien d'être malin, de recruter malin et tout, mais à un moment, il faut mettre un peu d'argent. Il y a réellement aujourd'hui deux entités qui s'opposent de plus en plus. Où ça va amener. Aujourd'hui, on est en plein dedans, et c'est pour ça qu'on peut pas tout dire complètement. Mais bon, on a une croisée des chemins là. Okay. Un moment où soit le club continue d'évoluer en étant digne de son histoire, en étant dans la lignée de son histoire, c'est-à-dire un club populaire avec des prix très attractifs, avec une tribune populaire centrale, avec une vraie ambition sportive, soit on se transforme dans un club qui
qui met finalement le sportif au second plan, développe toute une activité commerciale, comme tu disais, la marque, etc. Ouais. Et oublie ses fondamentaux, quoi. Un autre aspect, un autre bilan qu'on peut tirer au bout d'un an et qui est celui-là très positif et sur lequel ils ont vraiment investi, c'est l'équipe féminine. On a aujourd'hui, ils ont recruté que des joueuses internationales, enfin même pas que françaises, quoi, vraiment des stars là. On peut penser à Khadija Shaw, l'attaquante jamaïcaine. Et puis, ouais, des joueurs qui ont des sélections d'équipe de France. Et je crois qu'il y a une Suisse, excusez-moi de ne pas avoir retenu tous leurs noms, mais non, mais il y a vraiment une équipe qui a pour ambition à court terme de réduire l'écart avec le PSG et Lyon. Et là-dessus, ils font vraiment des efforts. Ouais, et puis les garçons, pour l'instant, c'est pas mal du tout, même si oui, mais c'est plus facile de réduire l'écart en foot féminin qu'en foot masculin. C'est sûr, il y a moins de concurrence. Bon, maintenant, tout le monde se tient en 2-3 points parce qu'aujourd'hui, mis à part Paris, toutes les équipes sont très très proches. Il y a en fait un deuxième championnat. On va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains mois parce qu'on peut aussi bien terminer 3e que 16e ou 17e. Mais c'est vrai que déjà sur le terrain, on voit des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, quoi. Ça, c'est vraiment le point positif. Ouais. C'est que Bordeaux est enfin agréable à regarder jouer. C'est pour ça que c'est franchement dommage qu'il n'y ait pas une meilleure ambiance. Mais on peut pas accepter tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit ces derniers temps. Ce qui a déclenché en fait les histoires, c'est cette affaire de la billetterie où on se rend compte en fait que ceux qui gèrent la billetterie essayent de remplir le stade de manière équitable, quitte à empêcher que des gens aillent en virage sud. Donc on est vraiment sur une conception de la billetterie qui pour nous est scandaleuse et qui elle a mis le feu aux poudres. Parce qu'on est en plus sur une ouverture par morceaux de Ouais, stade et plus comme avant avec une ouverture globale des places. En fait, Anthony Thiaudet, qui est le responsable de ce mécanisme, veut que le stade soit rempli d'une manière à peu près équilibrée. Voilà. Sauf que c'est jamais le cas. Le virage sud est toujours la tribune la plus remplie. Et forcément, nous, on souhaite que ça continue comme ça. Tu disais tout à l'heure, Yann a conclu en disant ce qui est beau dans le football, c'est la ferveur, c'est se retrouver avec des amis. Évidemment que c'est ça qui est beau dans le football. C'est le côté populaire. Le côté populaire. Et les gens, quand ils viennent au stade, ils viennent évidemment pour l'équipe, mais ils viennent aussi pour l'ambiance. C'est aussi pour ça qu'on estime légitimement vraiment avoir un rôle important, c'est que finalement on est aussi important que l'équipe. Et beaucoup moins de gens iraient au stade si le virage sud n'existait pas. Les gens viennent pour le terrain, mais ils viennent aussi pour l'ambiance. Et nous tous qui sommes des personnes qui avons grandi avec le foot, quand on était gamin, on a tous ceux qui vont au stade depuis très longtemps, ont commencé à aller au stade enfant, quoi. On était aussi fascinés par les tribunes que ce qui se passait. Bien sûr, quand on est enfant, on regarde plus les tribunes que le terrain. Mais il y a des cas de gens qui viennent au stade, qui sont venus au stade dernièrement et qui se sont plaints parce qu'ils vous comprennent. Mais ils disent je vais au stade 2 fois par an. S'il n'y a pas de virage sud, en fait, ils ont l'impression que ça fait partie du package. On a beau leur expliquer que le virage sud, c'est une association, que ils sont pas payés pour mettre l'ambiance, ils sont pas là pour. Mais ils disent, moi, si je viens au stade, je veux qu'il y ait le virage sud. Mais on est obligé de chanter, attention. Non, sinon, on n'a plus de liberté de. On est obligé. Aux yeux des gens, si on chante pas, c'est pas. Voilà. Ils chantent pas, mais. Ça va même encore plus loin. On a parfois l'impression, vous êtes bon qu'à chanter. Chanter, c'est déjà bien. Mais votre avis, on s'en fout. Vous êtes des ambianceurs. Non, oui, voilà, on est des ambianceurs. Mais non, pas du tout. Je veux dire, on est des êtres humains et on estime avoir un rôle central et extrêmement important et on veut influer sur la vie de notre club. C'est ni votre métier, ni votre. Enfin, t'es pas rémunéré pour ça. C'est ta passion. C'est notre grande fierté. C'est pas le cas de toutes les tribunes en France, mais le virage sud peut être très fier de ça. Jamais personne n'en a vécu. On a toujours été bénévole. Et non seulement bénévole, mais on a toujours été indépendant financièrement. Et je reparle d'Adieu Lescure qui a coûté une petite fortune et que la tribune a entièrement financé par le biais de collègues, par le biais de vente de matériel. Et c'est vraiment notre très très grande fierté. Et c'est ce qui aujourd'hui justement nous permet d'appuyer toujours là où ça fait mal, quoi.
Si on n'était pas indépendant financièrement, ça ne serait pas le cas. Et puis même, ça va même au-delà. C'est que non seulement on n'est pas indépendant financièrement, mais le club nous doit beaucoup. Puisque depuis des décennies, c'est nous qui organisons les déplacements de supporters à travers la France et l'Europe. Si on ne le faisait pas, le club serait obligé de le faire. Bien Je sûr. peux vous dire qu'on ne devient pas riche avec ça. Les tifos, c'est pareil. Ils sont vendeurs, ils participent à remplir l'affluence. Et on le fait, encore une fois, de manière bénévole et en finançant tout. Donc voilà. Oui, puis moi je peux vous dire que, enfin, en revenir sur, je travaille à Paris, mais ouais, les Ultramarines sont reconnus. Le club est souvent critiqué pour son foot et tout, mais tout le monde reconnaît qu'il y a un vrai bon groupe de supporters avec une bonne mentalité. Oui. Non, c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Merci. On va passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Tout en haut. N'hésitez pas à également poser vos questions pour les spectateurs du Facebook Live que je poserai directement à nos invités. Ce serait une question pour M. Brunet par rapport à la position des Ultramarines sur Jean-Louis Trio. Je vois que vous êtes assez reconnaissant envers lui et vous l'appréciez beaucoup. On n'entend pas très bien, si je juste me parle un tout petit peu plus fort. Je voulais savoir votre position par rapport à Jean-Louis Trio. C'est-à-dire que vous êtes assez élogieux envers lui, c'est-à-dire par rapport aux 10 dernières années de sa gestion au Girondin, qui était bon, pas génial. C'était pour savoir en fait pourquoi autant de reconnaissance. C'était pas Trio qui avait la bourse, hein. C'était M6, c'était Nicolas de Taverneau. Pourquoi tant de reconnaissance? Parce qu'il y avait cette simplicité, il y avait cette faculté de toujours nous affronter, de toujours se battre pour ses idées, qui n'étaient pas toujours les nôtres. Ça n'a pas été une relation aussi calme que les gens puissent le croire. Au contraire, ça a été 20 ans de relations extrêmement conflictuelles. Mais bon, voilà, on se rentrait dedans, on se disait les choses, des fois avec beaucoup de force, mais au fil des années, il y a un vrai respect qui s'est instauré entre lui et la tribune. Voilà, c'était Jean-Louis Trio. Bon, déjà, c'était quelqu'un de Bordeaux. C'était un vrai amoureux des Girondins depuis très longtemps. Le début de notre relation avait commencé au début des années 2000 en ne se parlant pas pendant plusieurs années. Et puis, de fil en aiguille, chacun avait fait un pas vers l'autre. Et il y a quand même eu des très très bons moments avec un quart de finale de Champions League, des titres. Mais les gens s'imaginent qu'on était main dans la main avec lui, mais jusqu'au bout, les relations ont été extrêmement conflictuelles. Justement, on parlait de la billetterie tout à l'heure. Je me souviens d'une réunion où Jean-Louis Trio avait essayé que le Virachute ne dispose que de 3000 places dans le bloc central. Et je me souviens d'une réunion au Hayan très très violente où on s'était battu justement pour ne pas avoir 3000 places, mais 4000 places. Et des réunions comme ça. Et quand je dis violent, c'est très violent. C'était quelqu'un d'authentique et c'était quelqu'un qui mâchait pas ses mots. Et nous, c'est notre style aussi. Donc les réunions étaient franches et viriles, mais ça n'empêchait pas un fort respect. Un autre exemple, à Dieu-Lescure, nous avait un peu pris pour des ânes en nous disant je vais faire ce qu'il faut pour que le match soit le samedi soir, le dernier match à Lescure soit le samedi soir. Pour nous, c'était indispensable. On n'imaginait pas que le dernier match à Lescure ne soit pas un samedi soir. Et finalement, il s'avère que le match est programmé le dimanche à 14h. Et je me souviens d'un coup de téléphone où on s'est insulté, raccroché au nez, où il me disait t'es bien mignon, mais il y a 2 millions d'euros de droits télé en jeu. Nous, on s'en fiche que ce soit le dernier match pour vous. Je dis mais nous, président, nous, on s'en fiche des 2 millions d'euros. On s'en fiche complètement. Et c'était limite à s'insulter, à se raccrocher au nez. Et puis 2 heures après, quand il comprend qu'on ne lâchera pas, il commence à nous rappeler en nous disant écoute, Taverneau est au courant. Et puis le lendemain matin, après qu'il y ait une première page dans Sud-Ouest
où on avait eu la chance que dans le monde il ne se passe pas grand-chose. On avait une première page dans Sud-Ouest qui disait le virage sud en colère. Et à 11h, Jean-Louis Trio nous appelait pour nous dire Taverneau a fait le forcing auprès de la Ligue pour que le match soit programmé le samedi soir. Mais ça a été que ça, notre relation avec Trio. Ça a été beaucoup de bons moments, mais aussi tout le long des relations conflictuelles, parce que l'histoire d'Adieu Lecture, c'est vraiment symptomatique. On avait parfois deux objectifs différents. Trio, quelque part, on peut un petit peu le comprendre. Il a un budget à clôturer, il a une pression de ses actionnaires, et 2 millions d'euros pour lui étaient très importants. Et il a fallu lui expliquer avec insistance que non, sur cette affaire-là, ce n'était pas les 2 millions d'euros qui étaient importants. Mais il nous a testé, et il a compris qu'on ne lâcherait pas. Et après, derrière, il avait cette intelligence de se battre pour ses arguments, mais aussi d'écouter les nôtres. Et puis, quand nos arguments étaient exprimés avec force, conviction et pertinence, il avait cette intelligence d'aller finalement dans notre sens. Mais au final, c'était du rapport de force. Hein. Rien d'autre. Une autre question ? Merci. 1, 2. Ouais, c'est une question plus par rapport aux chiffres. Parce qu'il y a plein de chiffres qui ont été donnés. Dagrosa, il arrive, il dit ils vont investir 80 millions sur 3 ans. Bon, on a bien compris qu'il nous prenait un peu pour des cons dans son discours, quoi. Enfin, on ne doit pas être très fort en mathématiques, parce que par exemple cet été, avec la vente de Koundé et compagnie, et je crois qu'ils ont fait ils ont fait une plus-value de 32 millions à peu près. Donc, comment ils les calculent, leur investissement de 80 millions ? Est-ce qu'ils oublient l'argent qu'ils vont gagner sur les transferts ? Et toujours sur les chiffres, apparemment, je ne sais pas dans quel média c'est sorti, mais Sousa et d'autres, je suppose, ont une prime à l'intéressement sur la revente des joueurs. Donc, est-ce que ça ne peut pas aussi entrer en conflit avec une politique sportive sur le long terme, quoi ? Ouais, effectivement, Paulo Sousa a une prime de 1% sur chaque plus-value, sur chaque revente, sur chaque plus-value. À titre personnel, je trouve ça regrettable, parce qu'en fait, le but d'un entraîneur, ça devrait être d'essayer de absolument garder ses meilleurs joueurs. Après, c'est la direction qui, elle, veut faire des plus-values, mais lui, l'entraîneur, il va avoir la meilleure équipe possible, donc les meilleurs joueurs. Donc son but, ça ne devrait pas être d'essayer de gagner de l'argent sur des plus-values. Donc ouais, ça c'est un peu bizarre. Après, pour les chiffres, là, comme on disait tout à l'heure, en fait, les plus-values, elles vont directement pour rembourser la dette. C'est pour ça que même si tu vends pour 30 millions, il ne te reste quand même pas grand-chose pour recruter derrière, parce qu'il y a ces 90 millions à recruter. Après, comment ils ont communiqué leurs chiffres et les promesses qu'ils ont faites, ils sont revenus pas mal de fois dessus. Quand au début c'était sorti que Dagrosa avait expliqué qu'il devait faire un bénéfice de 10 millions par an pour coller à son ordre de marche, il est revenu dessus, il a dit mais non, mais en fait vous m'avez pas compris, c'est les gens de la DNCG qui ont mal communiqué. Mais c'est toujours pareil, on retient toujours que le premier communiqué, on retient pas l'erratum. Mais non, ils sont très vagues là-dessus et ils reviennent souvent dessus. Et même pour nous qui faisons des enquêtes là-dessus, il n'y a rien de clair. Là-dessus, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dette à rembourser et que c'est pas gagné. Ils sont allés à M6. Ils font partie des 100 millions d'euros. Ils font partie du prix d'achat du club. Après, il y a un déficit structurel récurrent depuis une dizaine d'années qui est compris entre 5 et 15 millions d'euros. Ça a été encore le cas cet été. Après, on ne peut pas leur enlever qu'il y a quand même eu un effort de fait sur la masse salariale. Parce que faire venir quelqu'un comme Koscielny, c'est vraiment une très très grosse opération qui se chiffre, tout compris, aux alentours des 20 millions d'euros. Puisque c'est un contrat longue durée, un niveau salarial énorme. C'est quand même pas rien de faire venir un joueur de ce standing. Et de cet âge-là. Oui, tout à fait. Et le salaire de Paulo Sousa aussi. Le salaire de Paulo Sousa, il est à peu près équivalent à celui de Koscielny. On n'a pas une star dans l'équipe, on en a deux. En tout cas, au niveau salarial, réellement, on a deux personnes qui ont un niveau de salaire type Ligue des Champions. Donc, c'est clairement, on a encore vu il n'y a pas très longtemps Jean-Louis Trio, clairement,
Une des premières questions que je lui ai posées, c'est est-ce que vous auriez fait Koscielny avec M6 ? Il me dit jamais on aurait fait Koscielny avec M6, jamais. Et sans aucun doute qu'ils auraient jamais fait Sousa non plus, pour des raisons uniquement financières. Après, cette histoire de déficit chronique, elle démontre aussi que même si si les supporters ont toujours, peut-être pas les ultras, mais les supporters lambda ont toujours critiqué M6, qui avait soi-disant des oursins dans les poches et tout. Ce déficit chronique, il prouve quand même que le club vivait au-dessus de ses moyens. Mais on est totalement dans le vague aussi, et il y a sans doute des choses pas très claires. Alors on a la chance quand même en France d'avoir, alors, je sais pas si c'est une chance, mais enfin en tout cas la DNCG. Ouais. Après il y a quand même un système français au niveau des entreprises. Les entreprises ont un commissaire aux comptes, etc. Donc on peut quand même pas faire n'importe quoi. Hein. Il faut quand même expliquer ce qu'on fait. Il y a des relégations administratives. Voilà, tout à fait. Donc finalement on se pose les mêmes questions, hein, que celles que tu viens de poser, et finalement les prochains passages à la DNCG vont être très très intéressants, et on n'y va pas totalement serein, hein, clairement. Ouais, tout à fait. Et puis le passage à la DNCG, c'est tous les ans en plus. Hein. Donc, Une autre question ? Oui, Florian. Avec le conflit avec Longuepé et Thiodé, est-ce que tu as des nouvelles de la Grosa ? Donc ça vient un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans le chaud de l'action, et c'est compliqué de tout dire. On va y avoir des communications dans les prochains jours. On est en plein dans les actions. Donc c'est difficile de complètement répondre à cette question. On va clôturer ce débat, justement, qui est intéressant, puisque nous allons enchaîner avec le deuxième au sujet des supporters. Merci Florian, merci Mathias pour vos interventions. Pas de pause.